Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Il y a ces moments où le monde ne semble plus fait de formes solides, où tout devient plus flou, plus doux, comme si les contours perdaient un peu de leur netteté. Peut-être l'avez-vous ressenti ce matin, en vous réveillant, quand votre chambre n'était pas encore tout à fait une chambre, juste des zones de lumière, des masses d'ombre, des variations de chaleur. Ou le soir, quand la fatigue vient, quand les objets autour de vous semblent perdre leur importance, devenir simplement des présences, des densités différentes dans l'espace. Il y a quelque chose d'étrange dans cette expérience, quelque chose qui suggère que le monde, tel que nous le vivons vraiment, n'est peut-être pas d'abord fait de choses, mais d'impressions. Des variations de lumière sur un mur, une chaleur qui se diffuse, un son qui traverse l'air, une texture sous les doigts, des flux, des passages, des continuités. Et c'est seulement après, dans un second temps, que notre esprit découpe ces flux, les fige, les transforme en murs, en radiateurs, en voies, en tissus. Ce soir, nous allons explorer cette dimension silencieuse de notre expérience, cette couche première du réel, celle qui existe avant les mots, avant les catégories, avant que les choses ne deviennent des choses. Nous allons sentir comment le monde se donne d'abord comme un flux d'impressions et comment nous le transformons, presque sans le savoir, en un univers d'objets fixes. Installez-vous confortablement, laissez votre corps s'alourdir doucement, sentez votre respiration ralentir. Ce voyage sera lent, fluide, comme une dérive nocturne sur des eaux calmes. Et si le sommeil vient vous chercher en chemin, laissez-le vous prendre, sans résistance. Le matin, sans objet. Il y a ce moment, juste au réveil, où le monde n'a pas encore tout à fait pris forme. Vos yeux s'ouvrent, mais votre conscience flotte encore, quelque part entre le sommeil et l'éveil. Ce que vous voyez alors n'est pas vraiment votre chambre. C'est une masse confuse de clarté et d'obscurité, des zones plus lumineuses, des zones plus sombres, sans frontières nettes. Il y a du jaune pâle, peut-être, vers un côté, et du gris bleuté ailleurs, et des formes qui ne sont pas encore des formes, juste des densités différentes. Si vous demeurez dans cet état quelques secondes de plus, avant que le réveil complet ne s'impose, vous pouvez sentir quelque chose d'étrange. Rien n'est encore nommé. Il n'y a pas de fenêtre, pas de mur, pas de rideau. Il y a seulement de la lumière qui varie, des surfaces qui se distinguent à peine, des continuités. Et dans ce moment, votre expérience du monde est plus proche de la vérité première. Vous vivez un univers d'impressions, pas encore un univers de choses. Puis, progressivement, la conscience s'affine. Les formes se précisent, les contours se durcissent, les couleurs prennent des noms. Cette masse claire devient la fenêtre, cette zone sombre devient l'armoire, ce mouvement devient le rideau qui ondoie. Le monde se solidifie. Ce qui était flux devient objet, ce qui était passage devient chose, ce qui était vivant devient fixe. Ce processus, nous le vivons chaque matin, mais nous n'y prêtons presque jamais attention. Il est trop rapide, trop automatique, trop nécessaire pour naviguer dans le quotidien. Et pourtant, il révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont nous construisons notre réalité. Le philosophe français Henri Bergson, au début du XXe siècle, s'est penché sur cette question. Il remarquait que notre perception ordinaire du monde est profondément pragmatique. Nous ne percevons pas le réel tel qu'il est, nous percevons ce qui nous est utile. Notre esprit découpe, simplifie, fige pour que nous puissions agir efficacement. Il transforme le flux continu de la réalité en objets distincts, séparés, manipulables. Imaginez un ruisseau. Quand vous regardez l'eau couler, votre esprit peut y voir une rivière, comme si c'était une chose unique, stable, identifiable.
Mais en vérité, l'eau que vous voyez maintenant n'est déjà plus la même que celle que vous voyiez il y a une seconde. Le Mati de Sanen. Un ruisseau n'est pas une chose, c'est un mouvement, un flux perpétuel, une continuité sans repos. Et pourtant, nous disons le ruisseau, comme s'il existait indépendamment de ce mouvement. Bergson appelait cela l'intelligence spatiale, notre façon de penser qui découpe le temps en instants et l'espace en objets. Cette intelligence est précieuse, elle nous permet de construire, de planifier, d'agir, mais elle nous éloigne aussi de l'expérience première, de la durée vécue, du flux réel. Le matin sans objet, ce moment flottant entre sommeil et éveil, nous donne accès à cette couche plus profonde, une couche où le monde n'est pas encore découpé, nommé, solidifié, où tout est en impression, variation, passage, et où nous touchons, l'espace de quelques secondes, la vérité vivante du réel. La lumière qui varie. Fermez les yeux un instant. Même les paupières fermées, vous percevez quelque chose. Pas l'obscurité complète, mais une lueur diffuse qui change selon l'orientation de votre visage, selon la proximité d'une fenêtre, selon l'heure. Cette lueur n'est pas un objet, c'est une qualité, une variation, une présence qui fluctue. Ouvrez les yeux maintenant. Ce que vous appelez la lumière est en réalité un phénomène extraordinairement complexe et fuyant. Elle se diffuse, se réfléchit, se propage, traverse les matériaux, se transforme. Elle n'existe jamais seule, elle est toujours en relation avec ce qu'elle touche, avec ce qui la modifie, avec ce qui la renvoie. Regardez un mur blanc pendant quelques instants. Vous pourriez dire « c'est un mur blanc » et passer à autre chose. Mais si vous continuez à regarder, vraiment regarder, vous commencez à voir que cette blancheur n'est jamais uniforme. Il y a des zones plus lumineuses, là où la fenêtre projette sa clarté, des zones plus grises dans les angles où l'ombre s'accumule doucement, des nuances presque imperceptibles qui changent selon l'heure, selon les nuages dehors, selon votre propre position. Le mur blanc en n'est pas blanc, il est 1000 variations de lumière sur une surface. Les peintres impressionnistes, à la fin du XIXe siècle, ont compris cela profondément. Claude Monet passait des heures à peindre la même cathédrale, la même meule de foin, le même étang, pas parce qu'il cherchait à reproduire la chose elle-même, mais parce qu'il voulait saisir comment la lumière la transformait, comment le même objet devenait un autre selon l'heure, selon la saison, selon la qualité de l'air. Dans ces séries, on voit la cathédrale de Rouen peinte 30 fois. Chaque toile montre une impression différente. Le matin, la pierre semble rosée, douce, presque immatérielle. À midi, elle devient éclatante, blanche, vibrante de chaleur. Le soir, elle se teinte de bleu, de violet, de gris sombre. Monet ne peignait pas la cathédrale, il peignait des états de lumière, des moments de perception, des impressions fugitives. Et il avait raison. Scientifiquement, la lumière que nous percevons n'est jamais la même. La lumière du soleil change constamment, selon l'angle, selon l'atmosphère, selon les particules en suspension dans l'air. Les physiciens appellent cela la diffusion de Rayleigh, le phénomène qui donne au ciel sa couleur bleue le jour et ses teintes orangées au crépuscule. Les molécules d'air diffusent la lumière de façon différente selon sa longueur d'onde. Les courtes longueurs d'onde, le bleu, se diffuse davantage, créant cette impression de ciel bleu. Au coucher du soleil, la lumière traverse une plus grande épaisseur d'atmosphère. Les longueurs d'onde bleues sont dispersées, et seules les longueurs d'onde plus longues, le rouge, l'orange, parviennent jusqu'à nous. Mais nous ne vivons pas cela comme un phénomène physique. Nous le vivons comme une impression, une atmosphère, une qualité émotionnelle. Le ciel bleu nous apaise, le coucher de soleil nous émeut, sans que nous pensions aux longueurs d'onde.
Notre expérience première est celle de la sensation, de la variation, de la beauté fugitive. Le philosophe Maurice Merleau-Ponty, au milieu du XXe siècle, a exploré cette dimension de la perception. Il disait que nous ne percevons jamais des objets isolés, mais toujours des champs, des ensembles, des relations. Quand vous regardez une table, vous ne voyez pas seulement la table, vous voyez aussi le sol en dessous, le mur derrière, la lumière qui tombe dessus, l'ombre qu'elle projette. La table n'existe pour vous que dans ce réseau de relations, dans ce champ perceptif global. Et surtout, Merleau-Ponty insistait sur le fait que notre corps est toujours impliqué dans cette perception. Vous ne voyez pas la table de nulle part, vous la voyez depuis un point de vue, depuis votre corps, avec ses limites, ses capacités, sa position dans l'espace. Si vous vous déplacez, la table change, non pas en elle-même, mais dans la façon dont elle se donne à vous. L'angle se modifie, la lumière se redistribue, d'autres parties deviennent visibles, d'autres disparaissent. La lumière qui varie nous enseigne cela. Le monde n'est pas fait de choses fixes qui existeraient indépendamment de notre regard. Il est fait de relations, de variations, d'impressions qui naissent de la rencontre entre la lumière, les surfaces et notre propre présence. Ce que nous appelons voir n'est pas recevoir passivement des images, c'est participer activement à la création d'un monde perceptif. Le son qui traverse. Écoutez, même maintenant, dans le silence relatif qui vous entoure, il y a des sons, peut-être un léger bourdonnement, presque imperceptible, un appareil électrique quelque part, le souffle de votre propre respiration qui entre et qui sort, un bruit lointain, dehors, une voiture qui passe, un oiseau nocturne. Ces sons ne sont pas des objets, ils sont des événements, des vibrations qui traversent l'air, qui parviennent à vos oreilles, qui résonnent dans votre corps. Contrairement à la lumière qui semble se poser sur les surfaces, le son traverse. Il passe à travers les murs, contourne les obstacles, se diffuse dans toutes les directions. Il crée un espace sonore, une enveloppe invisible qui vous entoure, vous immerge. Imaginez que vous êtes dans une pièce. Quelqu'un parle dans la pièce voisine. Vous n'entendez pas chaque mot clairement, mais vous percevez la présence, le rythme, l'intonation. Le son franchit le mur, se modifie en chemin, perd ses aigus, garde ses graves. Ce qui vous parvient n'est pas la voix, c'est une impression sonore, une vibration atténuée, une présence diffuse. Les physiciens nous disent que le son est une onde mécanique, une perturbation qui se propage dans un milieu, l'air le plus souvent, mais aussi l'eau, le bois, le métal, la pierre. Quand quelque chose vibre, une corde de guitare, une membrane de tambour, des cordes vocales, cette vibration crée des zones de compression et de raréfaction dans l'air. Ces variations de pression se propagent, comme des vagues concentriques sur l'eau après qu'on y ait jeté une pierre. Mais notre expérience du son n'est pas celle d'une onde mécanique. Nous ne percevons pas des compressions et des raréfactions. Nous percevons de la musique, des voix, du silence, du bruit, de l'harmonie, de la dissonance. Nous percevons des qualités, des atmosphères, des émotions. Un violon qui joue une note longue et tenue. Physiquement, c'est une fréquence, disons 440 Hz pour un La, une vibration régulière de l'air. Mais pour nous, ce n'est pas une fréquence, c'est une hauteur, une couleur sonore, une impression qui peut évoquer la mélancolie, ou la sérénité, ou la tension. Le même la joué par un violon ou par une flûte a la même fréquence fondamentale, mais ne crée pas la même impression. Car ce qui change, c'est le timbre, la richesse harmonique, la façon dont les harmoniques se superposent à la fréquence fondamentale. Et le timbre lui-même n'est pas une chose,
C'est un ensemble complexe de relations, une signature sonore unique qui varie selon l'instrument, selon la façon dont il est joué, selon l'acoustique de la salle. Les compositeurs impressionnistes, comme Claude Debussy au début du XXe siècle, ont exploré cette dimension fluide du son. Dans sa musique, les mélodies ne sont pas toujours clairement délimitées, les harmonies se dissolvent l'une dans l'autre, les rythmes flottent sans pulsation stricte. Il cherchait à créer des impressions sonores, des atmosphères, des jeux de lumière musicale. Plutôt que des structures solides, il proposait des flux, des ondulations, des variations subtiles. Écoutez mentalement, si vous le pouvez, le début du prélude à l'après-midi d'un faune. Une flûte qui serpente, qui hésite, qui se déploie lentement, sans direction claire, comme une rêverie. Ce n'est pas une mélodie qu'on peut facilement fredonner, c'est une impression, une qualité de l'air, une chaleur sonore. Debussy ne cherchait pas à construire des objets musicaux, mais à faire sentir des états, des passages, des nuances. Et c'est exactement ainsi que nous vivons le son ordinairement. Pas comme une succession d'objets sonores bien délimités, mais comme un flux continu, une texture qui change, qui s'épaissit ou s'amincit, qui s'approche ou s'éloigne. Quand vous marchez dans une rue, vous ne percevez pas un bruit de voiture, puis un bruit de pas, puis une voix, comme des entités séparées. Vous percevez un paysage sonore global, où tous ces éléments se mêlent, se superposent, se modifient mutuellement. Le compositeur canadien Murray Schafer a inventé le terme soundscape, paysage sonore, pour décrire cette dimension. Il disait que nous baignons constamment dans un environnement acoustique qui possède sa propre logique, sa propre beauté, sa propre complexité. Mais nous sommes tellement habitués à filtrer, à isoler, à ne prêter attention qu'aux sons utiles que nous passons à côté de cette richesse. Prenez un moment, maintenant, pour simplement écouter. Ne cherchez pas à identifier, à nommer, à expliquer. Laissez simplement les sons venir, passer, se transformer. Sentez comment ils créent un espace, comment ils modifient votre perception de la pièce autour de vous, comment ils vous relient au monde extérieur. Le son qui traverse nous rappelle que nous ne sommes jamais isolés, que le monde vient jusqu'à nous en permanence, sous forme de vibrations, de passages, de présences invisibles, et que notre expérience du réel est d'abord faite de ces impressions fugitives avant d'être faite d'objets fixes et nommés. Le toucher sans frontières. Posez votre main sur une surface à côté de vous. Une table, un accoudoir, le tissu d'un coussin. Qu'est-ce que vous sentez vraiment ? Vous pourriez dire « je sens la table » ou « je sens le tissu ». Mais si vous portez attention, vraiment attention, vous vous rendez compte que ce que vous sentez est plus subtil, plus complexe. Vous sentez une pression, un contact, une température, une texture, pas la table, mais un ensemble d'impressions tactiles qui se mêlent, qui varient selon que vous bougez légèrement la main, selon que vous appuyez plus ou moins fort. Le toucher est peut-être le sens le plus intime, le plus immédiat. Il ne se projette pas à distance comme la vue ou l'ouïe. Il nécessite le contact, la proximité, la rencontre directe entre votre corps et le monde. Et pourtant, même là, il n'y a pas vraiment de frontière nette. Quand vous touchez quelque chose, où se situe exactement la limite entre vous et cette chose ? Est-ce à la surface de votre peau, là où les cellules tactiles captent les pressions et les vibrations ? Mais votre peau elle-même n'est pas une barrière hermétique, c'est une membrane vivante qui respire, qui transpire, qui échange constamment avec l'environnement. Et au niveau microscopique, il n'y a même pas de contact réel. Les atomes de votre peau et les atomes de la table ne se touchent jamais vraiment. Ils se repoussent mutuellement par force électromagnétique.
Ce que vous appelez « toucher » est en réalité une interaction de champs, une résistance, une impression de solidité créée par des répulsions électriques. Mais cette explication physique, aussi fascinante soit-elle, ne rend pas compte de votre expérience vécue. Vous ne ressentez pas des forces électromagnétiques, vous ressentez de la douceur, de la rugosité, de la chaleur, du froid, de la résistance, de la souplesse, des qualités, pas des quantités. Fermez les yeux et touchez différentes surfaces autour de vous. Du bois, du métal, du tissu, du verre. Chaque matière crée une impression différente, non pas parce qu'elle est différente en soi, mais parce qu'elle interagit différemment avec votre sensibilité. Le bois est légèrement tiède, vivant, presque organique. Le métal est froid, inerte, conducteur de chaleur. Le tissu est souple, accueillant. Il cède sous la pression. Le verre est lisse, impersonnel, presque absent. Ces impressions ne sont ni totalement objectives, ni totalement subjectives. Elles naissent de la rencontre, de l'interaction entre les propriétés physiques du matériau et votre capacité sensorielle. Quelqu'un d'autre touchant la même surface aurait une expérience similaire, mais pas identique, car chaque corps est unique, chaque sensibilité est en singulière. Le philosophe français Maine de Biran, au début du XIXe siècle, a exploré cette dimension du toucher. Il remarquait que le toucher est le seul sens qui nous donne simultanément conscience de nous-mêmes et du monde extérieur. Quand vous touchez une surface, vous sentez à la fois cette surface et votre propre main qui la touche. Vous ne pouvez pas séparer les deux, c'est une expérience double, réciproque. Essayez ceci, touchez votre propre bras avec votre main. Vous sentez votre main qui touche, mais aussi votre bras qui est touché. Les deux sensations se superposent, se répondent. Où est le sujet? Où est l'objet? La distinction s'efface. Maurice Merleau-Ponty a approfondi cette observation. Il parlait du chiasme, du croisement, entre le sentant et le senti. Notre corps est à la fois celui qui perçoit et celui qui peut être perçu. Il est à la fois chair vivante et objet dans le monde. Cette ambiguïté n'est pas un problème, c'est notre condition fondamentale. Nous ne sommes pas des consciences pures contemplant un monde d'objets. Nous sommes des corps sensibles, immergés dans un monde sensible, en interaction constante. Le toucher révèle cela avec une clarté particulière. Il n'y a pas de distance, pas de médiation, juste le contact, la présence, l'impression immédiate. Et dans ce contact, les frontières deviennent floues. Oh, pensez à la sensation de l'eau. Quand vous plongez votre main dans l'eau, que sentez-vous exactement? L'eau n'est pas solide, elle n'a pas de forme propre, elle épouse votre main, elle l'enveloppe. Vous sentez une fraîcheur, une pression douce, une résistance fluide. Si vous bougez votre main, l'eau glisse, crée des remous, des courants. L'impression change constamment, selon le mouvement, selon la température, selon la profondeur. L'eau est peut-être la matière qui révèle le mieux cette fluidité fondamentale du réel. Elle n'est jamais la même, elle s'adapte, elle coule, elle se transforme. Et notre expérience de l'eau n'est pas celle d'un objet, mais celle d'un milieu, d'une continuité, d'un flux. De la même manière, toute notre expérience tactile est fondamentalement fluide. Même quand nous touchons quelque chose de dur, de stable, de fixe, notre perception de cette chose varie selon notre mouvement, selon notre attention, selon notre état. La table sous votre main n'est jamais exactement la même d'un moment à l'autre, pas parce qu'elle change, mais parce que votre façon de la sentir change. Le toucher sans frontières nous enseigne que nous ne sommes pas séparés du monde par une barrière étanche, que notre peau n'est pas une limite absolue, mais une zone de contact, un lieu d'échange, une membrane sensible, et que notre expérience du réel est toujours celle d'une relation, d'une interaction, d'une impression partagée.
les passages entre les sens. Imaginez un paysage d'hiver, un champ couvert de neige, sous un ciel gris pâle. Vous pourriez décrire ce que vous voyez, le blanc de la neige, le gris du ciel, les arbres sombres au loin. Mais si vous avez déjà vécu cela, vraiment vécu, vous savez que votre expérience n'est pas seulement visuelle. Il y a le froid que vous sentez sur votre visage, sur vos mains, le silence, épais, presque palpable, comme si la neige absorbait tous les sons, l'odeur subtile, fraîche, presque métallique de l'air hivernal. Toutes ces impressions se mêlent, renforcent mutuellement, créent une atmosphère globale. Vous ne percevez pas d'un côté la vue, d'un autre le toucher, d'un autre encore l'ouïe. Vous percevez un monde unifié, cohérent, multisensoriel. Cette unité de l'expérience est quelque chose de fondamental, mais que nous oublions souvent. Nous avons tendance à penser nos sens comme des canaux séparés, des sources d'informations distinctes qui se combineraient ensuite dans notre cerveau. Mais notre expérience vécue ne fonctionne pas ainsi. Quand vous regardez un feu de cheminée, vous voyez les flammes qui dansent, orange, jaune, avec des pointes de bleu. Vous entendez le crépitement du bois, les petits claquements, le souffle léger. Vous sentez la chaleur sur votre visage qui rayonne, qui varie selon que vous vous approchez ou vous éloignez. Vous percevez l'odeur de la fumée, légère, boisée, qui flotte dans l'air. Toutes ces sensations ne s'additionnent pas, elles se fondent dans une expérience unique. Le feu n'est pas vu plus entendu, plus senti olfactivement. Le feu est une présence, une atmosphère, une qualité de l'espace qui s'exprime à travers tous vos sens simultanément. Les neuroscientifiques ont découvert que notre cerveau ne traite pas les informations sensorielles de façon aussi séparée qu'on le pensait. Il existe des zones cérébrales qu'on appelle aires multimodales où les signaux provenant de différents sens convergent et s'intègrent. Déjà au niveau primaire de la perception, les interactions entre sens sont nombreuses. Ce qu'on voit influence ce qu'on entend, ce qu'on touche influence ce qu'on voit, ce qu'on sent influence tout le reste. Il y a une expérience célèbre en psychologie, l'effet McGurk. On montre à quelqu'un une vidéo d'une personne qui articule silencieusement gaga, mais on diffuse en même temps un son baba. Et curieusement, la plupart des gens entendent bordada. Leur cerveau fusionne l'information visuelle et l'information auditive, créant une perception qui ne correspond ni à l'une ni à l'autre, mais à une sorte de compromis. Cela montre que nous ne percevons pas d'abord avec nos yeux, puis avec nos oreilles, puis nous combinons. Nous percevons directement avec l'ensemble de notre système sensoriel qui travaille comme une unité. Cette unité sensorielle est encore plus évidente chez les jeunes enfants. Les bébés semblent vivre dans un monde où les sens ne sont pas encore complètement différenciés. Ils portent tout à leur bouche, comme si toucher, goûter, voir étaient des aspects d'une même exploration. Certains chercheurs parlent de synesthésie développementale, l'idée que nous naissons tous avec des sens mélangés et que c'est seulement avec le temps que nous apprenons à les séparer. Certaines personnes conservent cette fusion sensorielle toute leur vie. On les appelle synesthètes. Pour eux, les sons ont des couleurs, les mots ont des goûts, les nombres ont des positions dans l'espace. Ce n'est pas métaphorique, c'est leur expérience réelle, immédiate. Une note de musique peut déclencher automatiquement la perception d'un bleu particulier ou d'un jaune. Un mot prononcé peut avoir un goût de chocolat ou de métal. Cette condition nous révèle quelque chose d'important. Les frontières entre nos sens sont partiellement arbitraires, construites, apprises. À un niveau plus profond, toute perception est synesthésique, toute expérience est multisensorielle. Le poète français Charles Baudelaire, dans son poème « Correspondance », évoquait cette unité profonde. Il parlait de parfums qui ont la couleur des sons, de sons
qui ont la texture des parfums, d'une nature où tout se répond, où les sensations s'échangent, se transforment les unes dans les autres. Ce n'était pas seulement une licence poétique, c'était l'intuition d'une vérité perceptive. Quand vous écoutez de la musique, vraiment, profondément, vous ne percevez pas seulement des sons, vous percevez des mouvements, des textures, des espaces, des couleurs. Une mélodie peut être claire ou sombre, rugueuse ou lisse, froide ou chaude. Ces mots empruntent à d'autres sens parce que l'expérience musicale déborde le cadre strictement auditif. De la même façon, quand vous regardez une peinture, vous ne voyez pas seulement des couleurs et des formes. Vous pouvez presque sentir la texture de la peinture, la rugosité d'un coup de pinceau épais, la douceur d'un glacis. Certaines couleurs semblent sonner plus fort que d'autres. Un rouge vif peut être presque bruyant, un bleu profond peut être silencieux. Ces passages entre les sens nous rappellent que notre expérience du monde n'est pas fragmentée, qu'elle est fondamentalement une, globale, synthétique, que nous ne recevons pas des informations séparées que nous assemblerions ensuite, mais que nous vivons dans un champ perceptif unifié où tout résonne avec tout, et que cette unité est faite d'impressions, de qualités, de variations, pas de choses isolées, mais de relations, de passages, de flux. Le mouvement qui crée le monde. Asseyez-vous immobile pendant un moment. Complètement immobile. Vous remarquerez quelque chose d'étrange. Votre perception du monde autour de vous devient légèrement floue, moins précise, moins vivante. Si vous fixez un point sans bouger les yeux, si vous retenez votre respiration, l'espace semble se figer, se dissoudre presque. Maintenant bougez, même légèrement. Tournez la tête, bougez les yeux, respirez profondément. Le monde revient, il reprend sa netteté, sa présence, sa réalité. Ce simple exercice révèle quelque chose de fondamental. Oh, notre perception n'est pas passive, elle n'est pas une simple réception d'informations. Elle est active, dynamique, elle nécessite le mouvement. Quand vous regardez un objet, vous ne le voyez jamais d'un seul coup, dans sa totalité. Vos yeux se déplacent, ils balayent la scène, ils sautent d'un point à un autre plusieurs fois par seconde. Ces mouvements s'appellent des saccades oculaires. Entre chaque saccade, il y a une fixation, un bref moment où l'œil reste relativement immobile. Mais ces fixations ne durent qu'une fraction de seconde, puis l'œil repart, explore ailleurs. Vous n'avez pas conscience de ces mouvements, ils sont automatiques, inconscients, et pourtant, c'est par eux que vous construisez votre vision du monde. Votre cerveau assemble ces multiples fixations, ces fragments de vision, en une image cohérente, stable, unifiée. Mais cette image n'existe pas là-bas, dans le monde. Elle est créée, construite, synthétisée par votre système perceptif. C'est encore plus évident avec le toucher. Posez votre main sur un objet, une tasse par exemple. Si vous gardez votre main parfaitement immobile, vous ne sentez presque rien, juste une pression générale, vague. Maintenant bougez légèrement vos doigts, explorez la surface, la texture, la forme. Soudain, la tasse prend vie, vous sentez sa rondeur, sa rugosité ou sa douceur, sa température, son poids. Le toucher actif crée la perception. Ce n'est pas la tasse qui envoie passivement des informations à vos doigts, c'est le mouvement de vos doigts qui extrait, qui découvre, qui fait émerger les propriétés de la tasse. Le psychologue américain James Gibson, dans les années 60 et 70, a développé une théorie révolutionnaire de la perception. Il appelait cela la perception écologique ou la perception directe. Gibson insistait sur le fait que nous ne percevons pas des stimuli isolés, mais des affordances, des possibilités d'action. Quand vous voyez une chaise, vous ne percevez pas d'abord un objet avec 4 pieds et un dossier.
Vous percevez directement quelque chose sur quoi on peut, s'asseoir. La chaise vous offre une possibilité, une invitation à l'action, et c'est cela que vous percevez en premier. Et cette perception des affordances nécessite le mouvement. Pour savoir si vous pouvez franchir un obstacle, votre système perceptif évalue automatiquement la hauteur de l'obstacle par rapport à la longueur de vos jambes. Pour savoir si vous pouvez saisir un objet, il évalue sa taille par rapport à l'ouverture de votre main. Toute perception est relative à votre corps, à vos capacités d'action, à votre mouvement possible. Cela signifie que le monde tel que vous le percevez n'est pas le même que le monde perçu par quelqu'un de plus petit, ou de plus grand, ou avec des capacités différentes. Un enfant et un adulte ne perçoivent pas la même pièce. Pour l'enfant, la table est haute, la chaise est grande, l'espace est vaste. Pour l'adulte, ces mêmes objets ont des proportions différentes, offrent des possibilités différentes. Le monde n'a pas de taille absolue, il a seulement des tailles relatives à celui qui le perçoit. Cette relativité fondamentale de la perception nous ramène à l'idée d'impression. Ce que nous percevons n'est jamais le monde en soi, si une telle chose existe. Ce que nous percevons est toujours le monde pour nous, le monde tel qu'il se donne à notre corps en mouvement, à nos capacités sensorielles, à notre attention. Pensez à un danseur. Quand il danse, son mouvement et crée littéralement l'espace autour de lui. L'espace n'est plus un contenant vide dans lequel il se déplacerait. L'espace devient une qualité, une texture, qui se modifie selon le geste, selon la vitesse, selon la direction. Le même studio, immobile, semble petit, confiné, mais quand le danseur traverse cet espace, en grand jeté, l'espace s'ouvre, s'élargit, devient presque infini. Notre expérience quotidienne fonctionne de la même façon. Quand vous marchez dans une rue, l'espace se déploie devant vous, se referme derrière vous. Les bâtiments se transforment, changent de perspective, révèlent de nouvelles faces, en cachent d'autres. Vous ne percevez jamais la rue comme une totalité figée, vous la percevez comme un flux, une série de vues qui se succèdent, qui se transforment. Et si vous vous arrêtez, si vous restez immobile, la rue elle-même semble s'immobiliser, perdre sa profondeur, devenir presque plate. C'est le mouvement qui crée la profondeur, qui crée l'espace, qui crée le monde. Le philosophe Henri Bergson disait que la perception est une action naissante. Que percevoir, c'est déjà se préparer à agir. Que notre corps sélectionne dans le flux du réel ce qui est pertinent pour l'action possible et ignore le reste. Nous ne percevons jamais tout, nous percevons ce qui compte pour nous, ce qui résonne avec nos intentions, nos besoins, nos possibilités. Le mouvement qui crée le monde nous enseigne que nous ne sommes pas des spectateurs passifs, nous sommes des participants actifs, des co-créateurs de notre expérience. Le monde ne nous est pas simplement donné. Nous le faisons émerger par notre attention, par notre mouvement, par notre présence vivante. L'esprit qui fige les flux. Jusqu'ici, nous avons exploré comment notre expérience première du monde est faite d'impressions, de variations, de flux continus. Mais alors, pourquoi percevons-nous des objets ? Pourquoi le monde nous apparaît-il comme composé de choses distinctes, séparées, stables ? La réponse tient à une nécessité fondamentale. Pour agir dans le monde, pour survivre, pour communiquer, nous avons besoin de stabilité, de repères, de catégories. Un flux pur, sans forme, sans distinction, serait invivable. Imaginez que vous ne puissiez jamais identifier un objet comme étant le même qu'un objet vu précédemment. Que chaque fois que vous ouvrez les yeux, le monde soit complètement nouveau, incompréhensible. Que vous ne puissiez pas reconnaître votre main, votre maison, les personnes autour de vous. Ce serait un chaos, une impossibilité de vivre. Alors notre esprit fait quelque chose de remarquable. Il découpe le flux, il identifie des régularités, des patterns, des récurrences.
Il crée des concepts, des catégories, des objets. Quand vous voyez un arbre, ce que vos yeux reçoivent réellement est une mosaïque complexe de lumière et d'ombre, de vert, en différentes nuances, de brun, de formes organiques qui se superposent, mais votre esprit reconnaît instantanément le pattern arbre. Il ignore les millions de détails, les variations infinies, et retient seulement l'essentiel, la structure générale, l'identité stable. Ce processus est largement inconscient, automatique, extrêmement rapide. Les neuroscientifiques ont découvert que notre cerveau visuel fonctionne par niveau de traitement de plus en plus abstrait. Au niveau le plus bas, dans le cortex visuel primaire, les neurones répondent à des caractéristiques très simples, des bords, des orientations, des contrastes. Puis à des niveaux supérieurs, ces informations simples sont combinées pour détecter des formes et des textures, des mouvements. Encore plus haut, dans le cortex inférotemporal, certains neurones répondent à des objets spécifiques, des visages, des maisons, des outils. Le cerveau construit une représentation de plus en plus abstraite, de plus en plus symbolique du flux sensoriel. Et cette construction n'est pas neutre. Elle est guidée par notre expérience passée, par nos attentes, par notre culture, par notre langage. Le langage joue un rôle particulièrement important. Quand vous apprenez le mot « arbre », vous apprenez à regrouper ensemble une immense variété d'expériences perceptives différentes. Un chêne et un pin n'ont presque rien en commun visuellement. Pourtant, vous les appelez tous deux arbres. Le mot crée la catégorie, et la catégorie structure votre perception. Certaines cultures ont des dizaines de mots pour décrire différents types de neige, et les locuteurs de ces langues perçoivent effectivement des distinctions que d'autres ne voient pas. Là où vous voyez simplement de la neige, ils voient de la neige poudreuse, de la neige compacte, de la neige croûtée, de la neige humide, des nuances que leur langue leur permet de discriminer. Ce phénomène ne se limite pas à la neige. Notre langue maternelle sculpte notre perception du monde. Certaines langues n'ont pas de mots séparés pour le bleu et le vert. Elles utilisent un seul mot pour toute cette gamme de couleurs. Les locuteurs de ces langues ont plus de difficulté à distinguer rapidement le bleu du vert, parce que leur système conceptuel ne trace pas de frontières nettes à cet endroit. Mais le langage n'est pas le seul facteur. Notre expérience, notre éducation, notre profession façonnent notre perception. Un botaniste ne voit pas la même forêt qu'un promeneur. Là où le promeneur voit des arbres, le botaniste voit des espèces spécifiques, des stades de croissance, des signes de maladie ou de santé, des écosystèmes. Son œil entraîné distingue des détails que d'autres ne voient même pas. Un musicien n'entend pas la même musique qu'un non-musicien. Là où le non-musicien entend une belle et une mélodie, le musicien entend des intervalles précis, des progressions harmoniques, des structures rythmiques, des choix d'orchestration. Son oreille formée analyse, décompose, reconnaît des patterns que d'autres ne perçoivent qu'indistinctement. Cette structuration de la perception par nos concepts et notre expérience est à la fois une richesse et une perte. C'est une richesse parce qu'elle nous permet de naviguer efficacement dans le monde, d'agir, de communiquer, de comprendre. Mais c'est aussi une perte parce qu'en figeant le flux en objets, en transformant les impressions en choses, nous perdons contact avec la richesse première du réel. Le philosophe Edmund Husserl, fondateur de la phénoménologie au début du XXe siècle, parlait du monde de la vie, le Lebenswelt. C'est le monde tel qu'il est vécu, directement, avant toute théorisation, avant toute conceptualisation scientifique. Husserl disait que la science moderne, malgré tous ses succès, nous a fait oublier ce monde de la vie. Elle nous a appris à voir le monde comme un ensemble d'objets mesurables, quantifiables, gouvernés par des lois mathématiques. Et ce faisant, elle a occulté notre expérience première, qualitative, sensible
L'esprit qui fige les flux accomplit une transformation nécessaire. Mais il est important de se rappeler que cette transformation n'est pas la réalité ultime, que les objets que nous percevons sont des constructions, utiles, indispensables, mais partielles, que sous ces objets, sous ces concepts, sous ces catégories, continue de couler le flux premier des impressions, et que nous pouvons, si nous le choisissons, retrouver le contact avec ce flux. Retrouver les impressions. Comment alors, si notre esprit transforme constamment les flux en objets, pouvons-nous retrouver le contact avec les impressions premières ? Il existe plusieurs voies, plusieurs pratiques, plusieurs façons de défaire, temporairement, cette structuration automatique. La première est l'attention. Une attention différente de l'attention ordinaire, qui cherche à identifier, à nommer, à comprendre. Une attention qui se contente de recevoir, d'accueillir, de laisser être. Essayez ceci maintenant. Regardez un objet près de vous, n'importe lequel. Au lieu de le nommer, au lieu de penser « c'est une lampe » ou « c'est un livre », regardez-le comme si vous ne saviez pas ce que c'est. Voyez simplement les couleurs, les formes, les ombres, les reflets de lumière. Laissez votre regard errer sur sa surface, sans but, sans recherche. Remarquez comment, quand vous faites cela, l'objet devient étrange. Il perd sa familiarité, son évidence. Il redevient un ensemble d'impressions visuelles, de variations de lumière et d'ombre, en texture. Ce type d'attention est proche de ce que pratiquent les peintres. Pour peindre ce qu'ils voient vraiment, et non ce qu'ils savent, ils doivent désapprendre, oublier les concepts, revenir aux impressions pures. Paul Cézanne passait des heures devant la montagne Sainte-Victoire, la peignant encore et encore. Il cherchait à saisir non pas la montagne comme objet, mais la façon dont la lumière et la couleur se structurent dans sa perception. Il disait qu'il voulait peindre la sensation, l'impression première, avant que l'intelligence ne la transforme en concept. Une deuxième voie est le silence mental. Tant que notre esprit bavarde, nomme, commente, nous restons dans le monde des objets. Mais quand le discours intérieur s'apaise, quand les mots se taisent, quelque chose d'autre peut émerger. Dans la méditation, particulièrement dans les traditions contemplatives orientales, on apprend à observer sans juger, sans nommer, sans s'attacher. On apprend à laisser les sensations apparaître et disparaître, sans essayer de les fixer, de les retenir, de les transformer en objets. Une pensée surgit, on la laisse passer comme un nuage, une sensation corporelle apparaît, on la sent, on la laisse se dissoudre, un son se fait entendre, on l'accueille, on le laisse s'évanouir. Cette pratique nous ramène au flux, elle nous fait sentir que rien n'est permanent, que tout change, que tout est en mouvement, constant. Et elle nous apprend à être à l'aise avec cette impermanence, au lieu d'essayer constamment de la nier en créant des objets stables. Une troisième voie est la lenteur. Quand nous allons vite, nous ne percevons que l'essentiel, les grandes lignes, les catégories. Mais quand nous ralentissons, des détails apparaissent, des nuances, des variations subtiles. Marchez très lentement, beaucoup plus lentement que d'habitude. Sentez comment votre pied se pose, comment le poids se transfère, comment l'autre pied se soulève. À cette vitesse, la marche n'est plus aller quelque part. Elle devient une série d'impressions tactiles, de micro-mouvements, de sensations d'équilibre. Mangez très lentement, en prêtant attention à chaque bouchée. Sentez la texture, le goût qui se déploie, qui change, qui évolue au fil de la mastication. Ce qui était un morceau de pain devient une expérience complexe, riche, multiforme. La lenteur nous fait redécouvrir que rien n'est simple, que tout est processus, que toute chose est en réalité un flux d'impressions.
Une quatrième voie est l'art. Pas seulement la contemplation de l'art, mais la pratique. Quand vous dessinez, vous êtes forcé de vraiment regarder, de voir les formes, les proportions, les relations. Vous découvrez que ce que vous pensiez savoir sur l'objet, un visage à 2 yeux, un nez, une bouche, ne suffit pas du tout pour le dessiner. Vous devez abandonner vos concepts et voir ce qui est réellement là, les ombres, les lignes, les volumes. Quand vous jouez de la musique, vous entrez dans un monde de pures sensations sonores. Vous sentez les vibrations, vous suivez les flux mélodiques, vous habitez le temps musical. Vous n'êtes plus dans le monde des objets, vous êtes dans le flux vivant du son. Quand vous dansez, vous devenez mouvement. Votre corps n'est plus un objet, il est un flux de sensations, de force, d'énergie. L'espace autour de vous n'est plus un contenant vide, il devient texture, résistance, possibilité. Toutes ces pratiques, attention, silence, lenteur, art, ont quelque chose à commun. Elles nous ramènent au présent. Elles nous font lâcher nos concepts, nos attentes, nos habitudes. Elles nous permettent de toucher, ne serait-ce que momentanément, la fraîcheur de l'expérience première. Le monde retrouve alors sa qualité impressionniste. Il n'est plus fait de choses séparées, stables, définies. Il est fait de lumière qui change, de sons qui passent, de textures qui varient, de mouvements qui émergent. Un flux continu, vivant, vibrant. Un flux dont nous faisons partie, auquel nous participons, que nous co-créons par notre présence. Le temps vécu. Quand vous regardez une horloge, le temps semble simple, objectif, mesurable. Les secondes s'écoulent régulièrement, chacune identique aux autres, imperturbablement. Mais votre expérience du temps n'est jamais ainsi. Il y a des moments qui semblent s'étirer, durer une éternité. Quand vous attendez, quand vous vous ennuyez, quand vous souffrez, le temps devient épais, lourd, interminable. 5 minutes peuvent sembler 1 heure. Et il y a des moments qui semblent filer, disparaître en un éclair. Quand vous êtes absorbé dans une activité, quand vous jouez, quand vous créez, le temps s'évanouit. Des heures passent sans que vous vous en rendiez compte. Le temps vécu, celui de votre expérience, n'est pas le temps de l'horloge. C'est un temps qualitif, élastique, variable. C'est une impression, pas une chose. Henri Bergson faisait une distinction fondamentale entre 2 types de temps. Le temps spatialisé, celui des horloges et des calendriers, qui découpe la durée en instants distincts, alignés comme des points sur une ligne, et la durée pure, le temps tel qu'il est vécu, qui est un flux continu, indivisible, où chaque moment contient tous les moments précédents. Pensez à une mélodie. Quand vous l'écoutez, vous ne percevez pas une succession de notes séparées. Vous percevez la mélodie comme un tout. Chaque note prend son sens par rapport aux notes qui l'ont précédée et à celles qui vont suivre. La note que vous entendez maintenant porte en elle la mémoire des notes passées et l'anticipation des notes futures. C'est cela, la durée bergsonienne. Un temps où le passé continue de vivre dans le présent, où le présent est déjà gros de l'avenir. Un temps organique, vivant, créatif. Votre mémoire n'est pas un entrepôt où seraient stockés des souvenirs comme des objets. Votre mémoire est vivante, active. Elle transforme constamment le passé à la lumière du présent. Chaque fois que vous vous souvenez, vous recréez le souvenir, vous le modifiez légèrement, vous l'enrichissez ou l'appauvrissez. Et de même, votre anticipation du futur n'est pas une prédiction objective. C'est une projection colorée par vos espoirs, vos craintes, votre humeur présente. Le futur que vous imaginez n'existe que comme impression, comme virtualité, comme possibilité.
Cela signifie que vous ne vivez jamais dans un instant pur, isolé. Vous vivez toujours dans une épaisseur temporelle où passé, présent et futur se mêlent, s'interpénètrent. Quand vous regardez le visage d'un ami, vous ne voyez pas seulement ce visage tel qu'il est maintenant, dans cet instant. Vous voyez aussi tous les autres moments où vous l'avez vu, toutes les expressions, toutes les conversations, toute l'histoire de votre relation. Le présent est dense, chargé de temps, habité par la durée. Cette conception du temps rejoint l'expérience impressionniste. Pour les peintres impressionnistes, il ne s'agissait pas de peindre la cathédrale, objet stable et permanent. Il s'agissait de peindre la cathédrale à 7 heures du matin, la cathédrale à midi, la cathédrale au crépuscule, de saisir comment le temps, l'heure, la lumière transforment complètement l'impression. Monet ne peignait pas des objets, il peignait des moments qui ne reviendraient jamais exactement de la même façon, des moments uniques, fugitifs, précieux. Notre vie est faite de ces moments. Oh, chaque instant est unique, irremplaçable, même s'il semble répéter des situations connues. Vous ne vous asseyez jamais 2 fois sur la même chaise de la même façon. Vous n'êtes jamais 2 fois la même personne. Le monde n'est jamais 2 fois le même monde. Héraclite, le philosophe grec pré-socratique, le disait déjà il y a 2500 ans. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Le fleuve a changé, l'eau n'est plus la même, et vous aussi avez changé. Mais nous oublions cela. Nous traitons le temps comme s'il était homogène, répétitif, prévisible. Nous vivons dans la routine, dans l'habitude, dans l'automatisme. Et nous perdons à contact avec la fraîcheur de chaque instant, avec la nouveauté perpétuelle du réel. Retrouver le temps vécu, c'est retrouver cette fraîcheur. C'est sentir que maintenant n'est pas un point abstrait sur une ligne, mais une épaisseur, une présence, une qualité unique. C'est habiter pleinement le présent, non pas en oubliant le passé et le futur, mais en les laissant vivre dans le présent, en acceptant que le temps soit flux, durée, impression. Quand vous faites cela, le monde change. Il cesse d'être une collection d'objets permanents. Il devient un processus, une transformation continue, une création perpétuelle. Et vous-même, cessez d'être un objet, un moi fixe et défini. Vous devenez flux, durée, devenir, da. La beauté des impressions. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette façon de percevoir le monde. Quand vous cessez de voir des objets et que vous commencez à sentir des impressions, le monde prend une qualité presque magique. Regardez la lumière du soleil qui entre par une fenêtre. Elle forme un rectangle sur le sol ou sur le mur, mais ce rectangle n'est jamais le même. Il se déplace lentement, au fil des heures, au fil de l'année. Sa couleur change, du blanc éclatant de midi au doré du crépuscule. Sa netteté varie, selon que l'air est limpide ou brumeux. Parfois des poussières dansent dans le rayon, révélant la lumière comme matière, comme présence visible. Rien n'est fixe, tout est mouvement subtil, variation continue. Et cette variation est belle, précisément parce qu'elle est éphémère, unique, irremplaçable. Les Japonais ont un concept pour cela, mono no aware, littéralement la sensibilité aux choses ou la pathos des choses. C'est une mélancolie douce qui naît de la conscience de l'impermanence. La beauté d'une fleur de cerisier n'est pas séparable du fait qu'elle va bientôt tomber. Sa perfection est intensifiée par sa fragilité, par sa brièveté. Si les fleurs de cerisier duraient éternellement, elles perdraient leur pouvoir émotionnel. C'est parce qu'elles ne sont là que quelques jours, que ces jours deviennent précieux. C'est parce qu'elles vont disparaître
que leur présence touche le cœur. De la même façon, quand vous percevez le monde comme flux d'impressions, chaque moment devient précieux, parce que vous savez qu'il ne reviendra pas. Cette lumière sur ce mur, exactement ainsi, avec cette nuance, cette intensité, elle ne sera plus jamais exactement la même. Cette conscience ne crée pas de la tristesse, du moins pas seulement. Elle crée une forme de gratitude, d'émerveillement, d'attention affectueuse. Le peintre impressionniste cherchait à capturer cela, non pas l'objet dans sa permanence, mais l'instant dans sa fugacité, non pas la vérité éternelle, mais la sensation éphémère. Quand Monet peignait ses nymphéas, il ne peignait pas des nénuphars, il peignait des reflets, des miroitements, des jeux de lumière sur l'eau. L'eau elle-même n'est jamais vraiment présente dans ces tableaux. On ne sait pas toujours ce qui est surface et ce qui est profondeur, ce qui est reflet et ce qui est réel. Tout se mêle, tout se confond dans une vibration lumineuse. Et c'est exactement ainsi que l'eau se donne à notre perception. Pas comme un objet stable, mais comme un flux, un mouvement, une surface changeante qui reflète le ciel, les arbres, la lumière. Cette esthétique impressionniste nous invite à un autre rapport au réel, pas un rapport de maîtrise, de contrôle, de connaissance objective, mais un rapport de contemplation, d'accueil, de résonance sensible. Vous pouvez expérimenter cela maintenant. Regardez autour de vous, non pas pour identifier des objets, mais pour sentir des qualités, la douceur de cette lumière, la texture de cette surface, le silence qui habite cette pièce. Ne cherchez pas à comprendre, à analyser, à expliquer. Laissez-vous simplement toucher, impressionner, affecter. Vous remarquerez peut-être quelque chose de paradoxal. Plus vous renoncez à saisir le monde comme ensemble d'objets, plus vous le laissez être flux d'impressions, et plus vous vous sentez en contact avec lui, proche de lui, relié à lui. Parce que vous cessez d'être un sujet séparé face à un monde d'objets. Vous devenez une partie du flux, une vague dans le courant, une variation dans le champ global des impressions. La frontière entre vous et le monde s'adoucit, devient perméable, poreuse. C'est ce que les mystiques de toute tradition ont toujours décrit. Cette dissolution des frontières, cette union avec le tout, cette non-dualité, elle n'est pas réservée à des états exceptionnels, à des expériences extraordinaires. Elle est disponible ici, maintenant, dans la simple attention aux impressions. La beauté des impressions nous ramène à l'essence de l'expérience. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres sensibles, pas seulement des êtres pensants, que notre premier contact avec le réel n'est pas conceptuel, mais sensible, que nous vivons dans un monde de qualité, de nuances, de variations subtiles, et que ce monde, dans sa fragilité, dans son impermanence, est infiniment précieux. Vivre entre flux et formes. Bien sûr, nous ne pouvons pas vivre en permanence dans le flux pur des impressions. Nous avons besoin d'objets, de catégories, de stabilité, pour agir, pour communiquer, pour naviguer dans le quotidien. Nous devons transformer les impressions en choses. La question n'est pas de choisir entre l'un ou l'autre, mais d'apprendre à habiter les deux, à danser entre flux et formes. Il y a des moments où il est nécessaire et approprié de penser en termes d'objets. Quand vous conduisez, vous devez percevoir les autres voitures comme des objets distincts, avec des trajectoires, des vitesses, des positions. Votre sécurité dépend de cette capacité à structurer rapidement le champ perceptif en entités séparées. Quand vous planifiez, quand vous organisez, quand vous résolvez des problèmes pratiques, vous devez découper le réel en éléments manipulables. C'est la fonction de l'intelligence, et c'est une fonction précieuse. Mais il y a aussi des moments où cette structuration devient une limite, un obstacle.
des moments où elle nous coupe de la richesse du vécu, de la profondeur de l'expérience. Quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, si vous restez dans le mode objet, vous ne percevez qu'une forme, un corps, un ensemble de caractéristiques. Mais si vous passez au mode impression, quelque chose de différent se produit. Vous sentez la présence, l'atmosphère, la qualité unique de ce moment partagé. Vous percevez des nuances imperceptibles, des variations subtiles d'expression, de voix, de regard. Vous êtes en résonance, en contact vivant. De même, quand vous écoutez de la musique, vous pouvez l'écouter analytiquement, en identifiant les structures, les thèmes, les modulations. C'est une façon d'écouter qui a sa valeur, surtout pour un musicien. Mais vous pouvez aussi l'écouter impressionnistement, en vous laissant simplement porter par le flux sonore, sans chercher à comprendre, sans nommer. Et c'est souvent dans ce second mode que la musique vous touche le plus profondément. L'art de vivre, peut-être, consiste à savoir passer d'un mode à l'autre, à reconnaître quel mode est approprié selon le contexte, selon l'intention, selon le besoin. Dans le travail, dans l'action efficace, le mode objet est nécessaire. Dans la contemplation, dans l'art, dans les relations intimes, le mode impression est plus riche. Et même dans les activités quotidiennes, il est possible de cultiver les deux. Quand vous préparez un repas, vous pouvez le faire mécaniquement, en suivant une recette, en traitant les ingrédients comme des objets à manipuler, ou vous pouvez le faire sensuellement, en sentant les textures, les odeurs, les couleurs, les transformations, en étant présent au processus, au flux, aux variations. Quand vous marchez, vous pouvez marcher pour aller quelque part, l'esprit occupé par des pensées, le corps en mode automatique, ou vous pouvez marcher en sentant chaque pas, le contact du pied avec le sol, le mouvement en l'air sur la peau, les sons autour de vous. La première façon est utile quand vous devez arriver rapidement quelque part. La seconde transforme la marche en expérience, en présence, en vie. Cette capacité à passer d'un mode à l'autre, c'est ce qu'on pourrait appeler la souplesse perceptive. Ne pas être prisonnier d'une seule façon de percevoir. Pouvoir structurer quand c'est nécessaire et lâcher la structure quand elle devient limitante. Les enfants possèdent naturellement cette souplesse. Ils peuvent passer instantanément du jeu imaginaire où un bâton devient une épée, où le canapé devient un bateau, à la réalité pratique où ils reconnaissent parfaitement que c'est un bâton et un canapé. Enfin, ils dansent entre les deux, sans effort, sans rigidité. En grandissant, nous perdons souvent cette souplesse. Nous nous figeons dans le mode objet, dans le sérieux, dans la structuration permanente. Et nous perdons la capacité à jouer, à rêver, à percevoir le flux. Mais cette capacité peut être retrouvée par la pratique, par l'attention, par la volonté de ne pas toujours tout figer. Vivre entre flux et forme, c'est accepter la paradoxe fondamentale de notre condition. Nous sommes des êtres qui ont besoin de stabilité et qui vivent dans un monde de changement. Nous créons des formes, des structures, des objets pour nous orienter. Mais ces formes ne doivent jamais nous faire oublier le flux sous-jacent. La vérité n'est ni dans les objets seuls, ni dans les impressions seules. Elle est dans la danse, dans le passage, dans la capacité à voir les deux et à habiter les deux. L'harmonie silencieuse. Au terme de ce voyage, une question peut demeurer. Pourquoi tout cela importe-t-il ? Pourquoi explorer cette dimension impressionniste du réel, cette couche première de notre expérience ? Peut-être parce que cela nous ramène à quelque chose d'essentiel, que nous avons tendance à oublier dans la course du quotidien, que le monde est vivant, pas seulement biologiquement, mais perceptivement, expérientiellement, qu'il n'est pas une collection d'objets inertes, mais un flux de variations, une création continue, une présence qui se renouvelle à chaque instant.
et que nous-mêmes, nous faisons partie de ce flux. Nous ne sommes pas des observateurs détachés contemplant un monde extérieur. Nous sommes des participants, des co-créateurs, des vagues dans le même océan. Cette reconnaissance peut transformer notre rapport au réel. Elle peut nous rendre plus attentifs, plus présents, plus vivants. Quand vous savez que chaque instant est unique, que cette lumière, ce son, cette présence ne reviendra jamais exactement ainsi. Vous y prêtez attention autrement. Vous accueillez, vous recevez, vous laissez les choses se déposer en vous. Cela ne signifie pas devenir passif, inactif, incapable d'agir. Au contraire, l'action qui naît de cette présence est souvent plus juste, plus ajustée, plus fluide, parce qu'elle répond à ce qui est, pas à des concepts figés, pas à des habitudes, pas à des projections. Il y a aussi quelque chose de profondément apaisant dans cette vision. Quand vous cessez d'essayer de tout contrôler, de tout figer, de tout nommer, quand vous acceptez le flux, l'impermanence, le changement, une certaine paix peut émerger. Parce que vous arrêtez de résister à la nature, en fondamental du réel. Vous arrêtez de vouloir que les choses restent alors qu'elles passent nécessairement. Vous arrêtez de chercher la permanence dans un monde fait de variations. Cette paix n'est pas résignation ni indifférence. C'est plutôt une forme d'harmonie, un accord avec ce qui est. Les traditions contemplatives orientales, bouddhistes en particulier, ont beaucoup exploré cette dimension. La reconnaissance de l'impermanence, l'anitya, est au cœur de l'enseignement bouddhiste. Tout ce qui naît disparaît, tout ce qui se forme se déforme, rien ne demeure. Et c'est précisément cette reconnaissance, loin de créer du désespoir, qui ouvre la voie à la libération. Oh, parce que la souffrance naît de l'attachement, de vouloir retenir ce qui passe, de vouloir figer ce qui change. Quand vous lâchez cet attachement, quand vous acceptez le flux, la souffrance s'apaise. Cela ne veut pas dire ne plus rien aimer, ne plus rien désirer. Cela veut dire aimer sans vouloir posséder, désirer sans vouloir figer, aimer la fleur sachant qu'elle va se faner et l'aimer d'autant plus pour cela. Cette sagesse impressionniste, cette attention au flux, au passage, à la variation, elle nous relie aussi les uns aux autres, parce que nous sommes tous faits de la même matière impressionniste, tous des flux, des processus, des variations. Personne n'est un objet fixe, un moi permanent et immuable. Vous n'êtes pas aujourd'hui la même personne qu'hier, ni que demain. Chaque expérience vous transforme, légèrement, imperceptiblement. Vous êtes en devenir constant, en création continue, et les autres aussi. Quand vous le réalisez vraiment, vos relations changent. Vous cessez de figer les gens dans des étiquettes, dans des jugements. Vous les voyez comme des flux, en transformation, en possibilité, et cela ouvre l'espace pour la surprise, pour la nouveauté, pour la rencontre véritable. Maintenant, laissez ces pensées se déposer doucement. Sentez votre corps lourd, détendu, présent. Sentez votre respiration qui entre, qui sort, flux continu, vivant. Autour de vous, le monde continue. Des variations de lumière, de son, de température, un flux perpétuel dont vous faites partie, auquel vous participez. Vous n'avez rien à faire, rien à comprendre, rien à retenir. Laissez simplement le sommeil venir, s'il vient. Laissez les impressions se dissoudre, se transformer, se fondre les unes dans les autres. Le monde n'est pas fait de choses, mais d'impressions. Et vous, en cet instant, vous êtes une de ces impressions, légère, changeante, éphémère, et précisément pour cela, infiniment précieuse. Bonne nuit.